Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique. Du droit et rien que du droit. Au programme de ce numéro, on va parler du Comité national de lutte anti-contrefaçon avec son président Christophe Blanchet, également député du Calvados. On parlera ensuite du travail dissimulé avec Karen Azran, associée au sein du cabinet Luçan. Et enfin, on parlera de l'encadrement en ligne des mineurs avec Sacha Bétache, avocate au sein du cabinet Bird Bird. Voilà pour les titres. Lex Inside, c'est parti. On commence tout de suite ce Lex Inside et on va parler du comité anti-contrefaçon, comité national anti-contrefaçon, le CNAC, avec son président Christophe Blanchet, qui est également député du Calvados. Christophe Blanchet, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors tout d'abord, avant de parler du bilan du CNAC, un mot sur ce comité national anti-contrefaçon. Alors, le comité national anti-contrefaçon fête ses 30 ans cette année et réunit l'ensemble des services qui luttent contre la contrefaçon, les services ministériels évidemment, de la justice, Bercy, la santé, l'intérieur et les organisations professionnelles aussi, l'UNIFAB, l'Union des fabricants, qui regroupe de nombreuses marques qui défendent les intérêts aussi de défense de la propriété intellectuelle, et l'INPI qui assure le secrétariat général du Comité national anti-contrefaçon. Donc c'était une belle organisation, une belle structure, dynamique, que je tiens à remercier parce que vraiment ils font un boulot assez considérable et formidable, et qui fête ses 30 ans, et malheureusement il continuera à fêter ses anniversaires parce qu'on n'est pas prêt de s'aborder la contrefaçon en France. Donc l'actualité est riche sur ce sujet. On va justement essayer d'avoir un bilan de l'année écoulée. Quelles sont les grandes actions menées par le CNAC et quel bilan on peut faire de cette année? Alors, chaque année, le CNAC réalise son assemblée générale. C'était il y a un mois, où on recense un petit peu tout ce qui a été fait dans l'année et les projets pour l'année à suivre. Le constat sur 2024, c'est 23 millions d'objets contrefaits saisis. C'est énorme. C'est énorme. Et c'est énorme, mais ça veut dire qu'à côté de cela, tout n'a pas pu être saisi. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire. Parce que beaucoup a inondé le marché en France. Donc beaucoup d'actions ont été menées sur de la communication, la responsabilisation aussi des acheteurs, parce que je crois beaucoup au volet de la pédagogie avant la sanction, car le constat est très clair, 4 Français sur 10 achètent de la contrefaçon en connaissance de cause, en sachant qu'ils achètent de la contrefaçon. Donc il y a un sujet sur ce spectre de consommateurs, et il y a 6 Français sur 10 qui achètent de la contrefaçon sans le savoir, donc ils se font arnaquer. Donc il y a aussi une communication et une vigilance à avoir pour eux. Donc beaucoup d'actions à mener, et notamment sur les 4 Français sur 10 qui achètent de la contrefaçon en sachant ce qu'elle est, il faut qu'ils sachent totalement ce qu'elle est. C'est que derrière un t-shirt ou un produit cosmétique, il y a sur le t-shirt, je vais prendre un exemple, c'est 10 litres d'eau pour fabriquer un t-shirt normalement dans une usine légale qui respecte les normes de l'OMS. Une usine de contrefaçon, ça va être un peu plus d'eau et ils ne vont pas retraiter l'eau. Et donc l'eau va être rejetée dans le milieu naturel. Hein. Quand on achète une contrefaçon, alors on ne participe pas à la protection de la planète. Il faut le savoir parce que ça change un peu le regard que simplement le volet économique. Parce qu'économiquement, c'est 10 milliards d'euros de perte de recettes fiscales en France. La France, nous sommes le 2e pays au monde le plus impacté par la contrefaçon. On est vice-champion du monde. On pourrait s'en passer. Moi, je préférerais qu'on s'en passe, qu'on soit champion du monde dans d'autres activités, notamment sportives, et qu'on n'atteigne pas dans quelques années le champion du monde, quoi, véritablement. Je reprends l'autre exemple. La contrefaçon, il faut dire ce qu'elle est en santé publique. Ce qu'elle représente pour ces 4 Français sur 10 qui achètent de la contrefaçon. Quand ils achètent un produit cosmétique, on va prendre une crème, bon nombre de ces crèmes ne respectent pas les normes d'hygiène. Et on a de nombreux cas, des milliers de cas de personnes qui se retrouvent aux urgences avec des brûlures 2e, 3e degré. Typiquement. Volontairement, je vous prends des objets qui ne sont pas généralement dits en contrefaçon, parce qu'on pense tout de suite contrefaçon, produits de luxe. Les produits de luxe, c'est le 5e produit le plus contrefait en France. Parce que le premier produit contrefait en France, c'est les jeux et jouets pour enfants. 25% des saisies, ce sont des jeux et jouets pour enfants. Ce sont des accidents graves, voire mortels.
pour ces enfants-là, parce que ces jeux et jouets ne respectent pas les normes, évidemment, de sécurité. Je vais vous prendre un exemple, une carte Pokémon, parce que c'est le jeu le plus vendu en France, notamment aux périodes de Noël. Une carte Pokémon contrefaite, c'est l'encre qui est dessus est stabilisée avec du mercure, ce qui n'est pas le cas de la vraie carte Pokémon. Quand l'enfant prend cette carte Pokémon et qu'il la met dans la bouche, il finit aux urgences parce que c'est du mercure. La carte Pokémon, elle a le bord arrondi. Sur la contrefaçon, elle aura le bord carré. Donc, il y aura coupure. Voilà typiquement ce que c'est la contrefaçon. Donc, on voit qu'il y a des risques pour la santé, pour l'environnement. Et qu'est-ce qu'on peut faire au-delà de la pédagogie? Quelles sont les mesures qu'on peut prendre? Déjà, la pédagogie, c'est la responsabilité. Chacun doit avoir conscience. S'il achète une contrefaçon, c'est qu'il finance, qui ne participe pas déjà au bien-être de la planète, qui prend un danger pour sa propre sécurité. Acheter une contrefaçon d'une prise de courant, c'est plusieurs feux d'appartements régulièrement tous les ans. Tout ce que je dis, ce sont des constats. Acheter un faux roulement à billes, c'est un accident de la route parce que la roue ne va pas... l'usure va être accélérée avec la contrefaçon. Et ça, les consommateurs n'en ont pas conscience. C'est pour ça qu'il a été mené cette année une excellente campagne d'information pour dire voilà ce qu'est la contrefaçon, voilà en quoi elle vous impacte et voilà en quoi elle vous met en danger. Donc prenez conscience de cela. Je voudrais évoquer aussi le troisième marché le plus contrefait en France, c'est la cigarette. Contrefaçon et contrebande, fabriquée en France. Et là, on a aussi cette responsabilité vis-à-vis des consommateurs qui achètent en connaissance de cause. Quand on achète à 5 € au bord du trottoir, ce n'est pas légal et ce n'est pas obligatoirement un vrai paquet. Et dans la contrefaçon de tabac, on y retrouve de la mort au rat, de l'urine de souris, du ciment, parce que le tabac est entreposé dans les usines qui fabriquent en France, je rappelle, à même le sol, sans aucun contrôle d'hygiène. Donc déjà, fumer tue, mais alors fumer en plus de la contrefaçon, ça tue encore plus. Et donc ça encore plus. Voilà. Responsabiliser les consommateurs. Responsabiliser les consommateurs, parce qu'ils ne peuvent pas dire comme ça qu'ils ne sont pas au courant. Par contre, après, il faut sanctionner. Moi, je suis pour la création d'une amende délictuelle de détention de contrefaçon à 125 €, où vous avez une contrefaçon sur vous, on vous sanctionne. Il y a un moment, il faut arrêter la pédagogie bienveillante. Quand le message n'est pas assez entendu et quand on n'arrive pas à faire impacter la responsabilité de chacun, alors il faut sanctionner. Je suis pour la création de l'amende délictuelle de détention parce que la contrefaçon aujourd'hui est punie jusqu'à 300 000 € d'amende et 3 ans de prison. Mais très peu de tribunaux l'appliquent ou ils l'appliquent simplement aux têtes de réseau. Mais à un moment, il faut actionner au dernier kilomètre. Donc je suis pour que la répression soit beaucoup plus forte et ouverte à beaucoup plus de personnes habilitées à le faire que simplement aux douanes, gendarmes, police et police municipale, parce que les policiers municipaux sont à même de contrôler ce qui est vendu sur un marché, au coin de la rue, et beaucoup plus simple. Donc il y a une question de responsabilité, une question de pédagogie, une question aussi de responsabilité avec la sanction si on était pris. Pas vu, pas pris, vous êtes pris, vous êtes... On a vu le côté consommateur. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un volet sur les plateformes où sont diffusées massivement ces contrefaçons? Alors, typiquement, là, vous abordez les 6 Français sur 10 qui se font arnaquer. Ils pensent acheter un vrai produit et ils se font arnaquer parce que c'est une contrefaçon. Et là, la responsabilité de celui qui a vendu doit être engagée totalement. Alors, le DSA que l'on a voté permet aujourd'hui de se retourner, de signaler des plateformes, des sites et des réseaux sociaux où il y a de la contrefaçon d'affichés. Bon, maintenant, il faudrait accélérer le fait que ces dits organismes appliquent réellement bien le DSA en retirant rapidement les produits lorsqu'ils sont signalés. Et le mieux, quand même, ce serait qu'ils vérifient déjà pour qu'ils ne soient pas mis sur leur site. Donc, ça serait déjà une énorme avancée. Et véritablement, on a ce message-là, la responsabilité des plateformes, parce que ce qui n'existe pas en dur, en réel, ne doit pas exister aussi en irréel, en virtuel sur le réseau. Ça, c'est une phrase de l'Unifab, de sa directrice Delphine Sarfati, que je remercie évidemment avec tous les services. Donc, terminer rapidement, vous êtes optimiste pour lutter contre ce fléau? Je ne suis pas optimiste parce que ce fléau n'est pas pris assez en compte et dans les différents rapports que j'ai pu faire avec Pierre-Yves Bournazel ou Kevin Mauvieux, nous avons prouvé que la contrefaçon alimente les réseaux criminels et le crime organisé et notamment le narcotrafic qui à un moment, ces réseaux, lorsqu'ils ont suffisamment d'argent et qu'ils veulent prendre un peu moins de risques, vont se dévier doucement vers la contrefaçon de tabac, de thym ou autre,
d'autres, parce que ça rapporte beaucoup plus sans prendre beaucoup de risques, avec beaucoup moins d'investissement et beaucoup moins de sanctions. Donc il y a beaucoup moins inquiet parce qu'il n'y a pas encore eu la prise de conscience que cette contrefaçon qui pèse 10 milliards d'euros de recettes fiscales non pourvues, 10 milliards d'euros, vous avez sur ces 10 milliards par exemple, vous avez 3,5 milliards de cigarettes contrefaites. On a fait une loi sur le narcotrafic pour 4 milliards de drogue. Volume égal, c'est la même criminalité. On va conclure là-dessus. Merci Christophe Blanchet. Je rappelle que vous êtes président du CNAC et également député du Calvados. Tout à fait, merci. Tout de suite, l'émission continue. On va parler d'un autre enjeu majeur pour les entreprises, le travail dissimulé. On poursuit ce Lex Inside et on va parler du travail dissimulé avec mon invitée Karen Azran, associée au sein du cabinet Luçan. Karen Azran, bonjour. Bonjour Arnaud. Nous allons voir ensemble les enjeux et les réalités du travail dissimulé en France. Mais tout d'abord, quelles sont les charges qui pèsent sur les entreprises ? Alors, elles sont de trois ordres. Il faut qu'elles commencent, bien sûr, quand elles veulent embaucher un salarié, par déclarer ce salarié auprès de la plateforme des URSSAF, déclaration préalable à l'embauche. J'insiste sur le mot préalable, puisque si vous faites une déclaration tardive, vous êtes visé par le travail dissimulé. Ensuite, les informations habituelles qu'il faut porter à la connaissance du salarié. Et enfin, et surtout, si vous embauchez un salarié de nationalité étrangère, vous avez l'obligation de vérifier qu'il est dans une situation administrative qui l'autorise à travailler en France. Et le contrôle est assez poussé puisqu'on vous oblige aussi à remettre le titre que vous recevez, le titre de travail que vous recevez, à l'adresser à la préfecture dans les 48 heures qui précèdent l'embauche pour en vérifier la validité et vérifier surtout qu'il n'est pas un faux titre de séjour. Bon, on a vu ensemble les obligations qui pèsent sur les entreprises. Comment, dans un contexte de tension sur le marché du travail, la recherche de main-d'œuvre régulière se complique-t-elle ? Très simple, Arnaud. 2 chiffres. Vous avez France Travail, besoin de main-d'œuvre en France en 2025, 2,4 millions d'embauches prévisibles. C'est énorme. Vous avez des filières comme le bâtiment où on sait qu'on ne pourra répondre à ce besoin qu'en ayant recours à de la main-d'œuvre étrangère dans des proportions importantes, plus de 30%. Donc la question, c'est comment on fait coïncider ces deux réalités. Et malheureusement, les textes actuels, pour moi, compliquent la situation des entreprises considérablement. Pourquoi ? Pour régulariser. Si vous voulez régulariser un salarié, là, les dernières circulaires, elles ont allongé le temps de présence sur le territoire, allongé le temps de travail. On est passé de 3 ans à 5 ans, de 2 ans à 30 mois. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on maintient les personnes dans la clandestinité, en fait, et que surtout, on maintient les entreprises dans la confusion pour savoir comment elles doivent réagir face à cette réglementation. Alors, le travail dissimulé expose les entreprises à des sanctions qui sont parfois lourdes. Quels sont les types de sanctions pour les entreprises qui auraient recours à du travail dissimulé ? Alors, elles sont de plusieurs ordres. La première, elle est pénale. Moi, c'est celle qui me choque le plus, puisque, en fait, vous encourez, selon les textes, jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende par salarié pour les personnes morales, donc pour les sociétés. Vous avez aussi une sanction administrative qui est réelle, je le rencontre avec mes clients, c'est la fermeture administrative de l'établissement pour un certain délai, sur les chantiers, parce que c'est des situations qui surviennent régulièrement. Sur les chantiers, vous avez des arrêts de chantier, donc ça a des vraies conséquences. Ensuite, vous pouvez avoir aussi des sanctions URSSAF, puisqu'ils peuvent vous reprendre des aides qui vous auraient attribuées, ou éventuellement vous priver de la possibilité d'avoir recours à ces aides. Vous avez des sanctions aussi administratives, l'OFII peut appeler une amende de l'ordre de 18 000 € par salarié. Donc, ce sont des sanctions qui sont importantes. Très lourdes. Alors, vous l'avez dit, vous avez décrit ce contexte qui est compliqué dans certains secteurs où il est difficile de recourir à de la main-d'œuvre régulière. Est-ce que vous avez le sentiment que les entreprises sont parfois condamnées pour des situations qui relèvent de l'impossibilité de faire autrement ? Ah oui, c'est clairement mon point ici. Je vais vous donner un exemple très simple et c'est monnaie courante. Vous avez un salarié qui se présente, vous en avez impérativement besoin, il n'a pas d'autorisation de travail, vous l'embauchez, vous régularisez une déclaration de préalable à l'embauche, vous établissez des fiches de paye, vous payez des charges sociales tous les mois pour ce salarié et vous êtes contrôlé et vous encourez toutes les sanctions que je viens de citer. Donc oui, je pose
la question de la légitimité de la sanction dans ce cadre précis. Et vous avez compris que moi, je trouve qu'on sanctionne les entrepreneurs pour des fautes que finalement, ils ont été contraints de commettre. Alors, on va essayer justement d'envisager des solutions. Qu'est-ce qu'il faudrait changer dans les textes, dans les procédures pour mieux concilier la réalité économique que vous avez décrite avec la réglementation ? Il faudrait se poser la question de ce qu'on attend en fait des entrepreneurs et des entreprises. Est-ce qu'on attend d'eux de créer de la richesse, de l'emploi, et on les laisse faire ? Ou est-ce qu'on attend d'eux d'être un peu le gendarme de la situation très difficile que connaît notre pays, du point de vue du travail, de la présence sur notre territoire de personnes qui ne sont pas autorisées à y être ? Moi, je suis pour dissocier les deux. C'est très simple. Laissons le soin aux régaliens de poursuivre les personnes qui n'ont pas à être sur le territoire ou à vérifier leur situation, et laissons les entrepreneurs faire ce qu'ils savent faire et ne les sanctionnons pas lorsque, comme je viens de le décrire, ils ont déclaré le salarié, qu'ils ont payé leur charge sociale et qu'il y a un accord de volonté entre une personne qui certes est sur notre territoire dans des conditions difficiles et un employeur qui a besoin des services de cette personne. Est-ce qu'il y a d'autres leviers à impulser, peut-être des changements dans les mentalités aussi ? Je crois qu'effectivement, vous voyez, là, quand on assiste sur les circulaires là, de M. Retailleau, on voit bien comme c'est pénible pour eux d'établir, par exemple, une liste des métiers en tension. On l'attend depuis février 2025, cette liste. Elle n'est toujours pas sortie. Donc, je dis peut-être, cessons de maintenir ce système hypocrite qui fragilise nos entreprises et posons le débat et permettons encore une fois aux volontés qui se rencontrent dans le respect d'un cadre que je viens de citer, de s'épanouir et de permettre enfin à nos entrepreneurs d'embaucher les personnes qui sont sur le territoire et qui veulent travailler. Pour terminer, vous êtes optimiste sur un changement de mentalité ou... Ça n'en prend pas le chemin, malheureusement. Les dernières lois, en tout cas les règlements de janvier 2025 montrent qu'on va toujours vers plus de difficultés à la régularisation. Je comprends, ça répond à un besoin peut-être de l'opinion publique, mais encore une fois, mon propos, c'est de défendre les entreprises et les entrepreneurs, et je pense qu'on n'a pas envisagé cela sous cet angle-là. On va conclure là-dessus. Merci Karen Azran. Je rappelle que vous êtes associée au sein du cabinet Luçan. Merci Arnaud. Tout de suite, l'émission continue. On va parler de l'encadrement en ligne des mineurs. On poursuit ce Lex Inside, on va parler de l'encadrement en ligne des mineurs avec mon invité Sacha Bétache, avocate au sein du cabinet Bird & Bird. Sacha Bétache, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors nous allons voir ensemble l'encadrement en ligne des mineurs, mais pour commencer, quels droits fondamentaux des enfants s'appliquent en ligne ? Alors les enfants sont munis fort heureusement de plusieurs droits fondamentaux. Le principal est garanti par la Convention internationale des droits des enfants, CIDE, laquelle convention pose deux principes assez fondamentaux et utilisés au quotidien. Le premier est le fait de garantir l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les pratiques à l'encontre des enfants, qu'elles soient en ligne ou hors ligne. Et le second est de garantir le respect à la vie privée de l'enfant. Et tout cela doit se combiner en garantissant l'autonomie progressive de l'enfant, afin de ne pas l'infantiliser ad vitam aeternam. Ces principes ont été repris par les droits locaux, évidemment, dans plusieurs pays, en France notamment, principalement. Dans le Code civil, respect à la vie privée est garanti au droit à l'image de l'enfant. Et ces droits sont assurés aujourd'hui en France par l'Arcom, qui a notamment, mais pas que, qui a un pouvoir, une mission de protection des mineurs en ligne, notamment par le blocage de certains sites. Et ces pouvoirs ont été étendus par une loi pour sécuriser et réguler l'espace numérique qui est intervenue en 2024, la loi SREN, qui a octroyé de plus en plus de pouvoirs aux législateurs pour agir en ligne. Et donc tout cela, évidemment, en combinant ces fameux principes avec les autres droits qui viennent s'imbriquer, données personnelles, etc. Alors justement, vous évoquez les données personnelles. La question de la protection des données personnelles des mineurs est devenue centrale. Quelles sont les obligations spécifiques en matière de protection des données des mineurs ? Alors les mineurs ont, il faut le savoir, une majorité numérique qui est établie à 15 ans. Ça a été établi par le RGPD, Règlement sur les données personnelles européen, et aussi dans notre droit local, la loi informatique et liberté qui date de 1978. Ce fameux 15 ans est l'âge à partir duquel les mineurs
peuvent consentir à un traitement de leurs données personnelles en ligne. C'est-à-dire que lorsqu'un opérateur, n'importe lequel, traite des données personnelles d'un enfant, lorsqu'il aura moins de 15 ans, cela devra se faire par l'autorisation d'un parent. Il y a une loi qui a été débattue en France en 2023, qui a même été votée et passée, concernant l'obligation plutôt l'interdiction de s'inscrire sur des réseaux sociaux en dessous de 15 ans. Cette loi n'a pas été validée par la Commission européenne, donc n'est pas entrée en vigueur en France, mais les travaux sont toujours en cours au niveau européen pour essayer de l'implémenter. En tout cas, pour l'heure, la majorité numérique passe par le consentement des parents. Et ce qui est assez intéressant, c'est que tout cela doit se faire, et ce que rappelle la CNIL, qui est le gendarme de nos données personnelles en France, la CNIL rappelle que ça doit se faire dans un principe de transparence. Surtout vis-à-vis des mineurs, la collecte des données doit être effectuée de façon claire, compréhensible, non équivoque et adaptée à l'âge du mineur en question. Il y a aussi toutes les problématiques liées au droit à l'image. Donc on sort un petit peu des prérogatives de la CNIL, et encore que le droit à l'image, parce que le droit à l'image est encadré par le Code civil en France, ce sont toutes les problématiques liées à l'utilisation et à l'autorisation d'utiliser l'image des mineurs. Depuis février 2024 en France, on a une loi, le Code civil a été réformé pour introduire l'obligation d'avoir le consentement des 2 parents, non plus d'un seul, pour traiter l'image, utiliser l'image d'un enfant. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un procédé de sharenting, qui est le fait pour un parent de publier sur les réseaux sociaux des images de ses enfants, parfois à outrance. Et donc, on a demandé, le législateur a imposé le consentement de l'autre parent pour ce faire, afin qu'il n'y ait pas trop de dérives sur les réseaux. Et enfin, l'enfant doit être consulté lorsqu'il y a une utilisation de son image. En fonction de son degré de maturité, il peut être apte à prendre ses décisions par lui-même. Donc on voit que l'accès à certains contenus des mineurs est encadré pour les protéger, c'est ça ? Bien sûr, cet accès est encadré, et notamment, vous parlez de cette protection. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des lois en France qui protègent les enfants qui sont acteurs eux-mêmes, par exemple en ligne, les enfants influenceurs, les enfants youtubeurs. On a une loi de 2020, la loi d'influence de 2023 qui sont entrées en vigueur donc tout récemment, afin d'encadrer par des autorisations administratives le travail des enfants en ligne. Donc c'est assez sécurisant, et aussi de les encadrer. On a aussi un gros nombre de contenus qui ne peuvent pas être présentés aux enfants, qui sont interdits ou alors réglementés. C'est prévu par la loi, notamment on va citer les contenus pornographiques, on le sait bien. L'Arcom est muni d'énormément de pouvoirs afin d'obliger des mesures techniques, un référentiel avec des mesures techniques depuis octobre 2024, entré en vigueur là en avril 2025. Donc ce sont vraiment un gros challenge de double anonymat afin de préserver la sécurité des internautes et l'anonymat de tous les internautes, mais en même temps de garantir la vérification de l'âge effective. Et il y a aussi l'interdiction de tous les contenus illicites en ligne à destination des enfants, violents, à caractère homophobe, antisémite, raciste, etc. Et tous ces contenus-là peuvent être signalés et sont signalés en France par des signaleurs de confiance qui sont mis en place par le DSA, Digital Services Act, donc au niveau européen. Encore un nouvel outil. Et l'Arcom est en charge de désigner ces fameux signaleurs de confiance. Et en France, on a l'association e-Enfance, qui est un des 6 signaleurs, ce qui est très important, puisque ça veut dire que nos enfants sont protégés en ligne et font l'objet de nombreuses mesures autour de ça. Donc on voit que tout ça est encadré au niveau des contenus. Il y a aussi une autre question qui est importante, c'est la question de la publicité et du profilage en ligne pour les mineurs. Quelles sont les règles qui encadrent la publicité en ligne et le profilage des mineurs ? Le principe est simple, il est interdit d'effectuer de la publicité digitale qui serait basée uniquement sur le profilage des mineurs. Là, ce sont des mesures qui ont été introduites récemment par le DSA en 2024, mais la CNIL le rappelait déjà, elle déconseillait l'utilisation de données commerciales et de prospection à l'encontre lorsqu'elle concernait des mineurs pour les utiliser, pour leur proposer de nouvelles publicités. Et elle suggérait de limiter le profilage des mineurs à ce qui était relativement essentiel. En plus, nous avons des règles déontologiques en France qui sont mises en place par l'ARPP, c'est l'autorité de la régulation de la publicité, qui, elle, met en place des règles spécifiques lorsqu'il s'agit de publicité pour les mineurs,
Par exemple, il faut que ces publicités soient adaptées à l'âge, il faut qu'elles soient énoncées de façon claire, il ne faut pas qu'elles orientent le comportement d'un mineur, etc. Donc on peut retrouver toutes ces régulations évidemment en ligne. Et enfin, il y a des publicités qui sont interdites ou réglementées lorsqu'elles visent les mineurs. On pense par exemple à la loi E20 dans le Code de la santé publique, on en a beaucoup. L'interdiction de la publicité pour le tabac, l'alcool, les messages publicitaires alimentaires, manger, bouger, manger 5 fruits et légumes par jour. Tout ça à destination des mineurs est indispensable. On a eu la loi influenceur aussi pour limiter la publicité contre les jeux d'argent, la médecine, les crypto-monnaies, les crypto-actifs. Et enfin, on a toutes les règles de publicité autour des jeux d'argent et de hasard, qui là est contrôlée par l'ANJ, l'Autorité nationale des jeux, qui met en place, encore une fois, un arsenal pour que les jeux ne soient pas mis en avant pour les enfants. Alors pour finir, on va s'intéresser à d'autres questions qui sont également importantes. On parle beaucoup sur ce plateau d'intelligence artificielle et il y a aussi les questions d'éducation au numérique. Quels sont les nouveaux défis posés par l'intelligence artificielle et l'éducation au numérique pour les mineurs ? L'IA pour les mineurs pourrait poser un problème de collecte massive de données, de proportionnalité dans la collecte et l'exposition à de grands biais algorithmiques qui peuvent être générés par les IA. Pour cela, on a un nouvel outil qui est l'IA Act, qui est l'outil européen qui est entré en vigueur en 2024. Ça met en place donc une régulation graduée selon les risques des systèmes d'IA. Et lorsque les risques sont assez élevés, pour les droits fondamentaux et notamment pour ceux des enfants, si ça peut influer le comportement des mineurs, alors les obligations de sécurité sont accrues pour ces systèmes d'IA. La CNIL vient elle aussi donner de nombreux référentiels concernant l'IA et on peut les consulter, elles sont mises à jour, pas spécifiquement à l'attention des mineurs, mais évidemment par extension ça s'applique. Et en matière d'éducation, ce qui est très intéressant, c'est que l'éducation nationale a mis en place depuis 2013, donc déjà quelques années, une obligation de former les jeunes aux outils numériques. Et il y a un projet pour la rentrée 2025 d'éduquer les jeunes sur les deepfakes, les outils d'IA, la protection des données, la lutte contre le cyberharcèlement et tous les outils en ligne. On va terminer là-dessus. Merci Sacha Betta. Je rappelle que vous êtes avocate au sein du cabinet Bird & Bird. C'est le moment de conclure cette émission. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.